dans cette vidéo numéro 7 consacrée aux révisions de la grammaire de l'anglais de base. Aujourd'hui, on parle du passif. Alors, je vais commencer par partager un petit secret avec vous. Alors voilà, quand on est enseignant, il y a des choses qu'on aime bien enseigner. On s'amuse, entre guillemets, en préparant le cours, trouve des exemples intéressants, on le retravaille son cours, on le peaufine, voilà, et puis on se fait plaisir. Et ça fait plaisir, on se dit qu'on a un super job. Et puis, il y a des choses qu'on n'aime pas enseigner. On sait pas trop pourquoi. J'imagine que c'est une question de goût, ou alors quand on l'a appris soi-même, on n'était pas de bonne humeur, ou on n'aimait pas trop le prof. Bref, je sais pas, je vais pas faire de psychologie de cuisine. Donc voilà, pourquoi je vous raconte ça? Bon bah, vous avez compris, hein. Je n'aime pas particulièrement faire le cours sur le passif. Je sais pas pourquoi, je suis désolé. Je vais bien faire mon travail, hein, mais c'est juste que cette vidéo, aujourd'hui... Après, je me console en disant que la leçon sur le passif, c'est utile. Le passif, c'est quand même super courant en anglais, beaucoup plus qu'en français d'ailleurs, donc je vais souffrir, mais pour la bonne cause. Mais bref, donc oui, le passif. Ouais, super, parlons du passif. Vous allez voir, ça va être trop bien. Comme vous le savez probablement, les phrases peuvent être à ce qu'on appelle la voix active, d'une part, ou la voix passive, d'autre part. À la voix active, le sujet est acteur. Alors ça veut dire quoi, acteur? Ben acteur, c'est la même racine que action. Quand je dis que le sujet est acteur, je veux dire que c'est lui ou elle qui agit. C'est lui ou elle qui fait l'action. Les linguistes diront qu'il est agent. Il ou elle agit. C'est lui ou elle qui est à l'origine de ce qui se passe, si vous voulez. Exemple, she drives an Aston Martin. Bon bah c'est elle qui est l'agente, l'actrice, c'est elle qui fait l'action. Sa voiture, c'est une Aston Martin, et tous les jours, ou je sais pas, enfin régulièrement, en général, elle conduit son Aston Martin. Et ça marche bien sûr à tous les temps, ça n'a rien à voir avec le temps là, hein. Là je parle d'une structure de phrase. Par exemple, toutes ces phrases, ce sont des phrases à la voix active, où le sujet fait l'action. C'est l'agent. Il est à l'origine de ce qui se passe, ou de ce qui est décrit. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre en pause et lire tranquillement toutes ces phrases. Donc par exemple, si je me focalise sur le premier exemple, on a un premier groupe nominal qui est sujet, en début de phrase, un verbe à un temps donné, ici donc le présent simple, et un complément, ici the apprentice. Bon, et ben il est possible de transformer cette phrase, et d'ailleurs toutes les autres phrases de la liste, et de les mettre à la voix passive. Alors, quel est le principe de cette voix passive, vous allez me dire, avec enthousiasme? Et ben déjà, et surtout, en fait, on change l'ordre des mots. On fait ce qu'on appelle un chassé-croisé. Le sujet de la phrase active devient complément de la phrase passive, et le complément de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Alors, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est juste pour embêter les étudiants et les enseignants? Oui, non. Le but, c'est de placer en première position l'information importante, l'information nouvelle, ce sur quoi on veut mettre l'accent. Pourquoi? Parce que en présentant quelque chose en premier, dans la phrase, on fait comprendre que c'est le centre de notre attention. C'est ça qui compte. Maintenant, juste pour le fun, je vais le dire en termes purement linguistiques. Dans une phrase, il y a le thème et le rem. Le thème, c'est la connaissance partagée. Le rem, c'est l'information nouvelle. L'idée est de placer le rem avant le thème afin de gagner en cohésion discursive. Ouais, donc en gros, avec le passif, on met l'information importante au début. Maintenant, au niveau de la construction, il ne suffit pas d'inverser le sujet et le complément. Je reprends ma phrase exemple. The master helps the apprentice. Si on se contente d'inverser sujet et complément, ça donne the apprentice helps the master, ce qui veut dire exactement l'inverse. C'est pas ça du tout qu'on veut faire. Nous, on veut dire que c'est le maître qui aide l'apprenti, mais on veut mettre l'accent sur l'apprenti. On estime que c'est lui qui doit être au cœur de la phrase. C'est lui qui est important dans notre discours. Donc on peut pas laisser la phrase The apprentice helps the master. On est obligé de modifier cette phrase. Et pour modifier cette phrase tout en conservant le sens, on va garder le verbe, le transformer en participe passé, et on va mettre l'auxiliaire be devant. Toujours l'auxiliaire be. Et sur ce be, on va mettre le temps d'origine de la phrase de base, à l'actif. Si la phrase de base, c'était du présent simple, on met du présent simple. Si c'était au prétérit be plus ing, on met du prétérit be plus ing. Si c'était au futur, etc., etc. En plus de ça, on va juste rajouter une petite préposition. En l'occurrence, la plupart du temps, la préposition qui est utilisée pour le passif en anglais, c'est by. Donc ici, the master helps the apprentice, ça devient the apprentice is helped by the master. On compare donc les deux phrases. Voilà. On voit bien que le sujet et le complément ont été inversés. D'ailleurs, au passage, en termes purement linguistiques, si vous voulez, the apprentice est complément d'objet dans la phrase active. Il devient sujet dans la phrase passive. The master est sujet dans la phrase active. Il devient complément d'agent dans la phrase passive. Mais je suis certain que vous le saviez, ou en tout cas qu'il y avait des reliques au fin fond de votre cerveau de ces cours que vous avez pu faire, probablement au collège. On constate encore une fois que le temps de la phrase active est conservé dans le temps de la phrase passive. On l'a appliqué sur l'auxiliaire be, on a conservé le sens de la phrase, on a conservé le verbe help qui est mis au participe passé, et on a rajouté la préposition by qui introduit le complément d'agent. Au niveau du sens, je vous invite à traduire ces deux phrases en français et à vous demander si ça veut dire la même chose. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça.
Et des chiens, ça se voit, non? Donc oui, globalement, ça veut dire la même chose, mais on présente les informations de manière sensiblement différente. Dans la phrase active, que ce soit en français ou en anglais, on fait surtout un commentaire sur le maître, sur le fait que ce soit lui qui guide, qui aide l'apprenti. C'est ça qui est important pour nous. Dans la phrase passive, celui qui est important, celui dont on parle, c'est l'apprenti. Et on fait remarquer que l'apprenti est aidé par le maître. Et d'ailleurs, moi-même, pour vous expliquer ça, je viens d'utiliser un passif presque inconsciemment. Je vous remets ce que je viens de dire. Et on fait remarquer que l'apprenti est aidé par le maître. Voilà, ça prouve bien que cette tournure de phrase répond à un besoin naturel quand on s'exprime. Et je vous invite vous-même à faire attention à ce que vous dites et à vous demander la prochaine fois que vous allez utiliser un passif, parce que oui, vous allez utiliser un passif en français. Pourquoi vous avez utilisé un passif? Et si ça aurait été possible d'utiliser une phrase active à la place? Et en général, la réponse, ça va être non. Parce que même si la phrase active, elle est grammaticale, ça n'aurait pas été exactement ce que vous auriez voulu exprimer. Bref, je reprends tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, voilà, et je les mets les uns après les autres au passif. Bon, déjà, pour que ce soit plus clair, on va mettre tous les sujets en bleu. Mettez en pause si vous voulez voir si vous y arrivez par vous-même. Voilà. Dans 3 secondes, je mets les bonnes réponses. Voilà, c'est ça, les sujets, ils sont en bleu là. Franchement, il n'y avait pas de grande difficulté. Même chose, je vais mettre en vert tous les compléments d'objets. Là, il y a 2-3 petits pièges, mais bon, des petits pièges de niveau collège, donc globalement, ça devrait aller. Mettez en pause pour voir si vous les trouvez. 3, 2, 1... Voilà les compléments d'objet. On remarque que in 2030 n'est pas un complément d'objet, bien sûr. C'est un complément de temps. Et on va pas le bouger quand on va créer la phrase passive. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Même chose ou presque avec to 140 places. Je peux réciter 140 décimales de pi. Littéralement en anglais, je peux réciter pi jusqu'à la 140e décimale. Et dans cette phrase, le vrai complément d'objet, c'est juste pi. Voilà. Maintenant, dans les phrases passives, on commence par inverser le sujet et le complément. Et on rajoute by ou une autre préposition. Mais dans 99% des cas, ou dans le genre, ce sera by. Et j'y reviens juste après. Et ici, en l'occurrence, ce sera toujours by. Vous remarquez que les pronoms personnels du style I, you, he, she, it, we, you, they se transforment et on met leur équivalent complément. Donc I devient me, you reste you, he devient him, she devient her, it reste it, we devient us, you reste you, they devient them. Ensuite, on prend le verbe de la phrase d'origine et on le met au participe passé. Si c'est un participe passé irrégulier, bien sûr, on met le participe passé irrégulier. Helps devient helped. Is cooking, c'est le verbe cook, donc ça devient cooked. Ate, c'est le verbe eat qui est irrégulier, donc ça devient eaten, etc., etc. Il vous reste plus ensuite qu'à mettre l'auxiliaire be avec le temps de la phrase d'origine. Phrase 1, be au présent simple, troisième personne, ça donne is. La troisième phrase, c'est le prétérit simple, donc on met le prétérit simple. Sur be, ça devient was. Celle-là, c'est le prétérit be plus ing, donc on va prendre l'auxiliaire be. On met l'auxiliaire be au prétérit be plus ing, donc be devient was being. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Had met, c'est le past perfect, simple, donc on met le past perfect sur be, ça devient had been. Et pour les modaux, c'est exactement pareil. On applique le modal et le temps du modal à be. Dans la première phrase, c'est l'auxiliaire modal must au présent, donc on met must au présent sur be. Be devient must be. La deuxième, c'est l'auxiliaire should, donc be devient should be. La troisième phrase, alors sur cette phrase, may est au passé avec le have n, donc on applique may have n sur be. Ça devient may have been. Vraiment, on calque le temps et le mode du verbe de la phrase active sur l'auxiliaire be. C'est du copier-coller. Je continue. Will sell, c'est will plus le verbe. On met will sur be, ça fait will be. Et vous avez compris pour les autres. Et voilà, vous savez faire le passif. Vous remarquez que quand dans la phrase d'origine il y a un pronom personnel, on peut l'oublier dans la phrase au passif. C'est pour ça que j'ai mis des parenthèses, c'est pas obligatoire. Voire parfois c'est même un peu maladroit de rajouter by me ou alors by him, ça sert à rien. Même chose pour someone ou somebody, on traduira par quelqu'un en français bien sûr. Pas besoin du tout de le rajouter. By somebody, on peut oublier. Et même en français, par exemple en français, il a été tué par quelqu'un, c'est grammatical, c'est possible, mais on dira plus facilement, très souvent, mais il a été tué. On sait bien que c'est par quelqu'un. Sauf si on veut préciser que c'est pas par quelqu'un, que c'est par une pierre ou ce que vous voulez. Et d'une manière générale, d'ailleurs, on trouve souvent des passifs sans complément d'agent. Ce qui prouve bien que le complément d'agent n'est pas essentiel. C'est ce qui est dit en premier qui est important. Je crois que vous savez le principal.
Alors je vais quand même rajouter 2 ou 3 trucs, parce que sinon la vidéo est trop courte, et puis de toute façon je fais toujours ça, je rajoute toujours 2 ou 3 trucs à la fin. Je vous ai dit que dans 99% des cas ou un truc dans le genre, on utilise la préposition by. Il reste donc ce fameux pourcent qui est différent et qu'on va voir ensemble. En fait, ça dépend du verbe. Il y a des verbes qui ne se construisent pas avec by. De la même manière qu'en français, il y a des verbes qui marchent moins bien avec par au passif. Genre, oui, on peut dire la pièce était baignée par la lumière, mais souvent on dira la pièce était baignée de lumière. C'est plus joli, plus naturel, presque plus poétique. L'histoire est connue par tous, ou alors l'histoire est connue de tous. Normalement, ça devrait vous sembler plus correct de dire l'histoire est connue de tous. Voilà, c'est 2 exemples qui me viennent comme ça. Donc voilà, en anglais, c'est souvent by qui est utilisé, mais ça peut être with, ou alors off, ou alors in, ou alors at. Quelques exemples. I am not scared of my professor. Phrase active d'origine. My professor does not scare me. I am disappointed in you. Phrase d'origine. You disappoint me. Barack Obama is known to all of us. Phrase d'origine. All of us know Barack Obama. She was excited at the idea of meeting her friend. Phrase d'origine active. The idea of meeting her friend excited her. Faut juste savoir que ça existe et être capable, surtout, de reconnaître que c'est des passifs, même s'il n'y a pas by. Autre chose qu'il faut savoir, connaître, comprendre, il existe en anglais, et en français aussi d'ailleurs, des verbes qui ont 2 compléments possibles. En l'occurrence, ce qu'on appelle un complément d'objet et un complément d'attribution. On donne quelque chose, l'objet, à quelqu'un, l'attribut. Parce qu'on lui attribue, on lui donne cet objet. Voici la liste des verbes qui fonctionnent comme ça. Ask, award, deny, grant, guarantee, lend, offer, promise, refuse, sell, send, pay, show, teach, tell, et surtout allow. Pourquoi je dis surtout allow? Parce que ça m'énerve tellement que mes étudiants ne sachent pas prononcer ce mot. Ça se prononce allow, avec le son ow. Genre vous avez mal, ow. C'est pas hello ou hello, je sais pas quoi. Non, ow, allow. Est-ce que je vais trouver une chanson avec le mot allow dedans pour que ça reste dans votre tête? Je vais chercher. 2 hours later. Voilà, j'ai trouvé. Bon allez, je reviens à donc ces verbes qui ont 2 compléments. Je vous donne 2 exemples et après ça suffit parce que voilà, ça suffit. Je commence par écrire la phrase à l'actif. She gave him this cat. On est bien d'accord que c'est une phrase active. L'actrice, l'agente, celle qui fait, c'est she. This cat, c'est l'objet. Objet dans le sens grammatical du terme. Je suis pas en train de dire qu'un chat, c'est un objet. Vous m'avez compris. This cat, c'est l'objet. Et him, c'est le complément d'attribution. C'est à lui qu'elle a attribué le chat, qu'elle a donné le chat. Alors comment est-ce qu'on met ça au passif? Eh ben on a le choix entre 2 versions en fait. Soit on estime que c'est ce him qui est important, c'est à lui qu'elle a donné ce chat, pas à quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, on prend him et on le met comme sujet de la phrase passive. He was given this cat by her, entre parenthèses. Soit on estime que ce qui est important dans la phrase, c'est this cat. C'est ça l'information nouvelle et importante. Du coup, je le mets comme sujet de la phrase passive. Ça donne donc this cat was given to him by her, toujours accessoire. Autre exemple de verbe à double complément, I am teaching you English. Pareil, I c'est le sujet qui agit, English c'est l'objet, you c'est le complément d'attribution. C'est à vous que je dispense mon savoir incroyable. C'est à vous que j'enseigne l'anglais. Et ben dans ce cas-là, 2 versions passives, même chose. Soit je pense que c'est l'anglais qui est important et je dis English is being taught to you by me. Ou alors je pense évidemment que c'est vous qui êtes important et je dis you are being taught English by me. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous laisse avec une citation à méditer. Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught. See you next time. Bye bye.